bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois David Lester. Bonjour. Bonjour. Alors, David Lester, vous êtes président du CPS de Watermal-Boisfort, vous êtes MR, vous êtes vice-président de la régionale bruxelloise du MR. Donc, on va parler et de Boisfort, et du MR, et de Bruxelles. Commençons d'abord par Watermal-Boisfort. Vous repiquez avec le bourgmestre écolo. Vous laissez tomber le CDH dans la majorité, mais vous allez continuer une majorité. Est-ce que ça veut dire que le MR peut être écolo-compatible ? Oui, parfaitement. Ça, je crois que, vous savez, on ne peut pas parfois avoir raison tout seul. L'écologie n'est pas l'apanage seulement des écolos. Je pense vraiment qu'au sein des libéraux, au sein du MR, il y a une tendance très très forte et j'espère pouvoir la porter ou aider à la porter avec d'autres pour faire davantage d'écologie. Alors l'écologie, on dit souvent qu'il y a l'économie verte, ça c'est un point. Il y a toute une série d'autres points et c'est entre autres le projet que je voudrais aider à porter pour la région dans les prochaines années. Ça, on va en parler dans un instant, mais sur Boisfort en tant que tel, pendant 6 ans, il n'y a pas eu de grosse bagarre entre vous. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu des tensions, il ne faut pas croire, mais Ouais. comme dans des bonnes familles, on essaie de les garder en interne et pas trop en faire de publicité. On a eu des tensions, je pense au bus 42, au PPS, toute une série de choses comme ça, où il faut se battre. C'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est le principe de la démocratie en Belgique, c'est qu'on doit faire des compromis avec les partis avec lesquels on gouverne. Et ça s'est passé comme ça devait se passer. Oui, et puis alors vous avez tiré votre épingle du jeu, parce que finalement, la majorité a gagné, puisque Écolo a gagné des sièges, et vous aussi, vous avez gagné 3 sièges supplémentaires. Alors comment expliquez-vous cette situation inédite, c'est-à-dire que le MR qui est en baisse ou stable au mieux dans toutes les communes, à Boisfort, il augmente. A, c'est parce que Boisfort est une exception. B, parce que ma liste était la meilleure. Ou C, je me le demande encore. Quelle est la bonne réponse là-dessus ? Oui, Watermal-Boisfort, c'est une exception, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui explique cette exception ? D'abord, on était, à Boisfort avec un bourgmestre écolo déjà depuis 6 ans. Alors de là à dire qu'on connaît mieux nos partenaires adversaires qui sont les écolos, ça dépend un peu des communes, je ne dirais pas, mais c'est vrai qu'on voyait bien que la sociologie évoluait et que les thèmes que l'on doit porter, nous, gestionnaires politiques, évoluent et que ce que les gens demandent en termes d'écologie, mais aussi sur toute une série d'autres thématiques, c'est en train d'évoluer très fortement. Peut-être qu'à Boisfort, on l'a vu peut-être un peu plus tôt, ça, j'ai pas envie d'être arrogant. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'au MR à Boisfort, on a eu une fusion, on s'est mis ensemble avec gestion municipale en cours de mandature. Cette fusion a fonctionné et on a été, je pense, extrêmement présent sur le terrain depuis 6 ans. Je crois que ça paye aussi très fort. Alors donc ça c'est pour Boisfort, mais si on essaye de faire le bilan du MR au communal, qu'est-ce qui explique la perte de tous ces bourgmestres ? C'est quand même beaucoup de bourgmestres qui ont été perdus, de 29 conseillers communaux au niveau de l'ensemble de la région bruxelloise. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé au niveau du MR ? Tout compris, je crois que ça va prendre beaucoup de temps pour tout comprendre. Mais il y a 2 éléments. Un, c'est vrai que tous les partis traditionnels ont connu un recul. Le nôtre aussi, il ne faut pas le nier. Vous, un peu plus que les autres. Peut-être un peu plus que les autres. Il faut revoir les chiffres. C'est peut-être pas toujours aussi évident que ça. Mais après, on a aussi perdu sur 2 aspects. Un, la communication. Pourquoi est-ce que c'est que le MR qui sort plus ou moins perdant dans plus ou moins dans pas mal de médias ? Je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas si on analyse tous les chiffres. Et puis 2... Non, mais c'est parce que c'est les bourgmestres. Les bourgmestres, c'est souvent une image. J'y arrive. Ouais. 2, c'est sûr qu'on a perdu le second tour. Les gens votent jusqu'à 16h le dimanche. Et puis alors après, les partis s'appellent et tentent de créer une coalition. Là, à ce niveau-là, oui, force est de constater qu'on a perdu sur pas mal d'échiquiers locaux. Et là, il faudra voir comment on pourra faire les prochaines années pour en fait être encore plus fort. Parce qu'il faut constater, le MR, parfois tout seul, s'il n'est pas assez fort, a beaucoup de mal à s'imposer au sein d'une coalition. Pour ça, on doit être beaucoup plus fort. Mais ça veut dire que c'est toujours difficile quand on est, par exemple, le seul parti francophone au fédéral, c'est difficile de trouver des partenaires, ou bien c'est parce que c'était mal négocié dans les communes ? Je pense que cette solitude au niveau du gouvernement fédéral est difficile. Elle est difficile lors du second tour, je dis le soir du dimanche quand il faut créer des coalitions. Elle a aussi été difficile, c'est vrai, pendant la campagne. Moi, je prends souvent cet exemple où j'ai fait énormément de porte-à-porte pendant plus de 6 mois. Vous pouvez un jour toquer chez quelqu'un, vous parvenez à convaincre cette personne après un long débat, mais le lendemain, vous avez un partenaire ou un adversaire d'un autre parti qui passe, puis encore d'un autre parti, puis encore d'un autre parti, puis encore d'un autre parti. Ça fait beaucoup de personnes qui après viennent un peu
Ben oui, c'est vrai, éluder votre discours, et pour bien faire, vous devriez encore repasser après. C'est assez fatigant et c'est très difficile. La solitude au niveau fédéral est compliquée à gérer. Ben, c'est qu'Olivier Deleuze vous a quand même choisi pour participer à la majorité. Donc pour lui, c'est pas si grave. Comment ça se fait que lui, il est un peu en dehors de tout? C'est aussi une exception, lui? Non, parce que je vois que, par exemple, à Uccle, le MR a aussi choisi Écolo, ou Écolo a aussi choisi le MR, il faut voir. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec lui maintenant depuis de nombreuses années. Et puis sur des élections, je crois qu'en effet, il a regardé le score de chacun. Et voilà, nous, on se conforte, eux, ils gagnent. On dit toujours qu'il faut essayer de respecter sur des électeurs. Je pense que ce coup-ci, on l'a mieux fait que par le passé. Ouais. Alors, pour les régionales, parce qu'effectivement, en tant que vice-président du MR, vous participez à la réflexion sur comment le MR doit évoluer. Alors, moi, j'ai noté que Diliès voulait Renders en chef de file, De Wolf voulait De Wolf, De Stex voulait De Stex, et vous voulez une femme. Alors, comment on va se mettre d'accord? Est-ce qu'on arrivera à mettre tout ça ensemble pour avoir un seul candidat régional? Oui, on doit avoir un seul candidat. Je suis convaincu qu'on. Et moi, ce que j'ai simplement voulu dire, c'est que je crois que le débat politique manque de femmes, singulièrement au sein du MR, où on a de très belles personnalités. Et je trouve que le symbole serait assez beau. C'est pas une femme pour une femme. C'est juste que je crois que le débat politique a besoin de davantage de femmes, et que si nous, on pouvait montrer l'exemple en ayant comme tête de liste une femme, pourquoi pas? Ce serait déjà un premier signe de renouvellement. C'est ça? Je crois et quels peuvent être les autres signes de renouvellement au sein On doit à la fois renouveler les têtes, en effet, mais on doit aussi renouveler les thèmes. Et c'est ce que je propose, c'est d'inscrire davantage la région dans un projet novateur et ambitieux, en s'inspirant de ce qui se fait dans d'autres grandes villes, d'autres grandes régions. Si on étudie un tout petit peu ce qui se passe par travers le monde, on réalise que ce sont ces grandes villes-là, ces grandes régions, qui parfois évoluent et avancent le plus vite, avec le plus d'efficience. On prend Barcelone par exemple, mais aussi New York, Londres, Paris. Ils ont su prendre le train de l'audace technologique, environnementale, urbaine, pour proposer des projets parfois un peu ambitieux, c'est vrai, mais qui sont très concrets pour les gens. Je prenais l'exemple des zéro déchets, mais aussi de l'audace en matière technologique et environnementale, avec par exemple des systèmes, du bitume intelligent. Par exemple, je prends un exemple, ça peut être un peu ambitieux. C'est ambitieux, mais je crois vraiment que il faut y réfléchir. Se développent de plus en plus des projets pilotes qui prévoient que vous avez du bitume intelligent qui capte l'énergie solaire, parvient à la conserver, et puis la répercute, que ce soit dans les lampadaires par exemple, mais aussi dans l'école juste à côté, ou pourquoi pas sur le bitume lui-même, ce qui permet, quand il gèle par exemple, de rendre la route moins dangereuse. Alors c'est vrai que ça paraît très ambitieux, mais je crois qu'une fois que ces ambitions-là ont rattrapé leur époque, les opinions vont fort changer. C'est ce que je propose de faire de Bruxelles. Si on regarde d'autres grandes villes, Singapour par exemple, Barcelone, je l'ai déjà dit, eux, ils osent avancer sur ce type de projet. Parfois, ils se cassent les dents, c'est vrai, mais ce n'est pas normal que vous ayez des délégations entières internationales qui aillent visiter ce qui se fait dans d'autres villes à travers le monde, mais que nous, à Bruxelles, ce ne soit pas le cas. À Bruxelles, on est simplement une terre d'accueil des grandes institutions internationales, mais on n'est pas du tout la terre promise de ce genre d'ambition. Je crois que c'est cette ambition-là qu'on doit porter. Donc, allier une espèce de smart city respectueuse de l'environnement, c'est un peu ça l'idée. Vous avez parlé aussi d'un réseau souterrain de déchets. C'est quoi ce réseau souterrain? Ça, par exemple, c'est à Barcelone qu'ils ont développé ça, dans certains petits quartiers. Donc, c'est un système où vous placez votre poubelle à un endroit et c'est directement aspiré et puis envoyé vers le centre de déchetterie adéquat pour un recyclage adéquat. Alors, c'est vrai que c'est ambitieux, ça demande beaucoup d'énergie et d'argent, mais toutes ces évolutions-là, si je prends juste Barcelone par exemple, ça a permis à la ville de créer pas moins de 47 000 emplois. Et donc c'est plus d'écologie, c'est vrai, une meilleure économie, mais je crois aussi que c'est beaucoup plus en termes de réinsertion professionnelle, on a un beau levier à ce niveau-là. C'est aussi pour plus de cohésion sociale entre les gens. Si la ville fonctionne mieux, les gens ont plus de temps pour passer du temps ensemble, et je crois que c'est ce dont on a besoin aussi. Est-ce que la région a les moyens de financer ce genre de projet-là? Ou bien c'est du privé public? Comment ça peut fonctionner? Il y a 3 éléments. Moi, si j'entends les résultats quand Guy Van Engel parle des finances de la région, il dit que ça va plutôt bien. Donc je comprends qu'il y a un petit peu d'argent à ce niveau-là, mais ce n'est pas tout, ça c'est vrai. Et un deuxième endroit, c'est l'Europe. L'Europe qui est demanderesse. On a rencontré plusieurs acteurs au niveau de l'Europe qui est demanderesse de trouver des partenaires régionaux, locaux, qui accepteraient de rentrer dans ce train-là
et de saisir la balle au poing et de prendre toute une série de projets plus pionniers, par exemple, financés ou cofinancés par l'Europe. Et puis, il y a un troisième élément, c'est vrai, il y a toute une série de personnes à Bruxelles ou un peu en dehors qui ne demandent pas mieux que de rentrer dans cette idée-là et de pouvoir apporter leur pierre à cet édifice d'une région beaucoup plus leader, beaucoup plus innovante, ça c'est vrai. Alors quand il y a eu des grands projets sur Bruxelles, je pense au Grand Stade, là c'était un beau projet. Et puis tout le monde était plutôt très motivé là-dessus. Et puis Bardaf, il y a évidemment la réalité institutionnelle belge qui rattrape les grands projets bruxellois. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un obstacle à vos idées ambitieuses ? C'est sûr, ce sera peut-être même le principal obstacle. Pour revenir au stade, moi j'ai bien compris pourquoi on avait voulu le mettre en région flamande. Et je crois que c'était une des premières pierres d'achoppement. On va voir si on avait mis plus en région bruxelloise, ce qu'il en serait devenu maintenant. Mais c'est certain, maintenant voilà, on a traversé cet échec-là. Oui. Le vrai échec, ce serait de ne pas avoir tiré les conclusions de ce type de dossier pour pouvoir, sur les prochains dossiers que je propose ici, les porter au mieux en fonction de la réalité institutionnelle telle qu'elle est. C'est certainement l'autre grand projet qu'il faudra mener, qui est nettement moins sexy politiquement, mais continuer à expliquer que c'est pas moi, c'est la faute d'un autre, plus haut ou plus bas, c'est pas possible. Il va falloir nettement plus clarifier nos institutions en Belgique et à Bruxelles singulièrement. C'est loin d'être facile, mais je crois que tout le monde est d'accord sur ce point de vue-là aujourd'hui. Oui, mais justement, quand vous dites tout le monde est d'accord, au sein du MR, on a l'impression que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur les lignes à suivre. Donc comment s'arranger entre un Didier Reynders et un Vincent De Wolf, par exemple ? Bon, je vois qu'ils s'entendent très très bien pour le moment. C'est vrai, on a une réunion assez constructive vendredi matin. Ce point-là a été mis sur la table. Et alors ? Et tout le monde est d'accord pour dire qu'en effet, il faut clarifier tout ce qui est institutionnel au niveau bruxellois et même plus loin, parce que ça ne va pas. Le stade, c'est un bel exemple. On a d'autres exemples comme ça où on est tous pleins d'ambition, d'énergie, de motivation, et puis boum, il y a un obstacle institutionnel qui nous empêche d'aller plus loin. Ça ne peut pas continuer. Du coup, quelle est la conséquence ? C'est que Bruxelles est à la traîne, entre autres sur les sujets dont je vous parle, que ce soit des ambitions environnementales, technologiques ou urbaines. Ça n'est pas normal. Je vais revenir sur le programme du maire en tant que tel. Est-ce qu'il doit être libéral social, comme on dit, ou bien est-ce qu'il doit être plus à droite, comme Alain Destaix le propose ? Quelle est la tendance ? Ou plus environnementale ? Quelle est la tendance, selon vous, que doit suivre le MR régional ? Vous savez, que ce soit de droite, de gauche, moi je laisse ces classifications-là aux maniaques des tiroirs du rangement. Je pense que si on continue comme ça, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est un vrai projet, un projet comme je l'explique ici, qui fasse rentrer la région et qui fasse rentrer la région au-delà d'une seule mandature politique, à savoir 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Il faut qu'on aille plus loin et qu'on donne un cap mobilisateur à la région. 2030, je propose, ou 2040 si on veut. Tout ça, ça transcende toutes les idéologies. On doit se détacher de ce type d'idéologie, savoir est-ce qu'on est plus de droite, plus de gauche. C'est pas avec ça qu'on va porter un projet qui va convaincre les électeurs. Donc un projet ambitieux. Et avec des hommes politiques qui seront tous derrière, des hommes et des femmes bien sûr, qui seront tous derrière. C'est ça l'idée ? C'est ça l'idée. Vous sentez que c'est possible ? Je sens que c'est possible, absolument. C'est en tout cas au tout petit niveau, entre autres ce qu'on proposait justement à Watermal-Boisfort. On a développé un programme qui était Watermal-Boisfort 2030, où déjà on arrivait avec ce type d'idée de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas notre commune une commune pionnière en matière de tel élément, C'était déjà un laboratoire écolo. C'était déjà un laboratoire. Ce sera un laboratoire pour le MR aussi. Merci David Lester. Demain, Stéphanie Meyer aura un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.